Stéphanie Bartoulot dirige la communication et la RSE de Peugeot Saveur. Alors si je vous dis Peugeot, oui, vous avez bien compris qu'il s'agit de ce magnifique groupe familial industriel. Mais Peugeot Saveur, savez-vous ce que c'est ? Eh bien, si vous avez l'habitude d'aller au restaurant, parfois dans des restos un peu plus haut de gamme que d'habitude, il y a des moulins à poivre, Peugeot Saveur, qui sont absolument magnifiques, ce sont des œuvres d'art. Et figurez-vous que le premier moulin à poivre Peugeot est né en 1874, il y a un siècle et demi. Alors oui, nous sommes dans l'industrie et ça tombe bien, Stéphanie va vous parler, dans cette première partie d'entretien avec elle, de développement durable, comme on le disait il y a 15 ans, ou plutôt de RSE, ou aujourd'hui de durabilité. Vous êtes en train de vous dire que ça va être extrêmement pénible avec plein de data insupportables à 2 balles ? Eh bien non, vous allez vous apercevoir que comme tous les DIRCOM qui travaillent dans l'industrie et qui sont réellement férus de RSE, c'est vraiment le cas de Stéphanie, eh bien on n'est pas dans de la data à tort et à travers qui est insupportable, on n'était évidemment pas du tout dans le greenwashing, et vous allez comprendre comment elle est en train de faire infuser la culture RSE ou durabilité au sein de cette très belle entreprise séculaire qu'est Peugeot Saveur. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et c'est vrai que lorsqu'on me parle de RSE ou de durabilité, j'ai plutôt tendance à sortir ma baguette de batterie et à taper un peu comme un dératé sur la personne qui va m'en parler, surtout lorsqu'elle a une casquette com. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis fatigué du greenwashing et de toutes ces théories à 2 balles. Et là, vous avez de la chance, vous avez une vraie DIRCOM qui aime réellement la RSE et qui en parle magnifiquement bien. Dès lors, je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Stéphanie Bartoulot, directrice communication et RSE de Peugeot Saveur. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Stéphanie. Bonjour Laurent. Comment ça va ? Mais ça va très bien aujourd'hui, et toi ? Eh bien écoute, ça va très très bien Stéphanie. Je sais que tu es dans l'Est de la France et je commence systématiquement, lorsque je fais des entretiens à distance, avec la question totalement stratégique. Quel temps fait-il par chez toi, s'il te plaît ? Alors malheureusement, le soleil n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est pas grave, je pense qu'il sera là ce week-end. C'est tout le mal qu'on se souhaite tous, parce qu'à Paris, tu vois, il fait un temps bien gris, il fait bizarrement un temps parisien, et il paraît que la semaine prochaine, nous avons 35 degrés. Bon, c'est vraiment très 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 intéressant pour le décodeur de la com de parler de la pluie et du beau temps. Stéphanie, tu diriges la communication de Peugeot Saveur. Alors, Peugeot, tout le monde connaît, Saveur, on sait ce que c'est, mais tu sais quoi, je vais te laisser te présenter la maison, et puis après, on va parler de plein de sujets absolument passionnants, dont la RSE, car tu es une vraie spécialiste de la RSE. Ça c'est bien, et c'est trop rare, hélas. Bref, je te laisse te présenter, Stéphanie, en quelques mots. Oui, effectivement, j'ai la chance d'avoir la double casquette, et depuis quelques années maintenant, depuis presque 10 ans, j'ai choisi d'allier la casquette RSE à la casquette communication. Et comme tu le disais très justement, tout le monde connaît bien Peugeot, l'automobile, mais un petit peu moins peut-être Peugeot Saveur, sauf quand on commence à parler du célèbre moulin à poivre iconique, le Paris. Mais effectivement, la saga industrielle de la famille Peugeot a commencé non pas avec l'automobile, mais avec le métal. Il y a plus de 2 siècles, au début du 19e, avec d'abord les lames de scie, ensuite les moulins à café, et enfin en 1874, c'est là qu'est arrivé le premier moulin à poivre de table. Et donc l'automobile est arrivée un peu plus tard avec la Type 3 en 1881. Donc Peugeot Saveur, c'est une entité du groupe familial Peugeot à part entière, et nous sommes en tout cas dédiés plutôt à l'univers culinaire avec les célèbres moulins à poivre, moulins à épices, et puis récemment un enrichissement de la gamme avec toute une gamme vin et une gamme céramique avec des produits 85% de produits fabriqués en France. Ah, alors nous sommes quasiment proches des 100%. Alors pour nos auditrices et auditeurs, ils peuvent aller sur Peugeot-saveur au pluriel.com. Peugeot, j'ai pas besoin de dire comment ça s'écrit. P-E-U-G-E-O-T pour ceux qui vivent encore dans une grotte avec Ben Laden. Hein. Mais en tout cas, allez voir ce que c'est parce que
c'est assez intéressant. Tout le monde connaît évidemment Peugeot au travers de la voiture, l'automobile, aujourd'hui Stellantis. Mais ce qui est incroyable, c'est que ce sont des gens qui, finalement, commencent à l'ère de la révolution industrielle, si j'ai bien compris, ou quasiment. Tout à fait. Au début du 19e siècle, c'est comme ça que cette saga industrielle a commencé avec le travail du métal. D'où les mécanismes des moulins qui sont effectivement conçus initialement en métal. D'accord. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un moulin à poivre, comprenez bien qu'il n'y a pas que des moulins à poivre que vous achetez dans le commerce en grande distribution, qui sont plutôt... C'est du plastique ou c'est du verre? Je suppose que c'est du plastique aujourd'hui, ce qu'on voit un petit peu partout sous d'autres marques. Oui, alors ça dépend, on ne peut pas faire une généralité, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec un moulin Peugeot qui est un objet qui va être, dont le mécanisme va être garanti à vie. Bon, on est tous formatés, on est élevés dans une culture, on a tous acheté ces petits moulins en verre jetables. Et finalement, quand on prend un peu de distance, on se dit quand même, c'est un peu une hérésie de consommer de cette façon, alors qu'on peut avoir un magnifique et bel objet chez soi qui va durer toute une vie, qu'on va pouvoir éventuellement transmettre et surtout qui va nous permettre d'utiliser des épices de grande qualité. Alors vous connaissiez la fast fashion, je ne donnerai aucune marque. Eh bien aujourd'hui il y a les fast moulins à poivre. Donc s'il vous plaît, achetez du Peugeot. Alors tu me disais que c'était garanti à vie, ça je veux bien le croire. Et encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un moulin à poivre, entre autres Peugeot, parce qu'il y a aussi des moulins à café, tu l'as dit, il y a de la céramique et puis il y a aussi l'univers du vin. Donc ça c'est absolument passionnant aussi, mais vous le envoyez parfois dans des restaurants plutôt haut de gamme et c'est des moulins à poivre, c'est tout simplement magnifique, c'est une œuvre d'art, on peut le dire Stéphanie. Oui, ça peut parfois même devenir un réel objet de décoration. Et il y a de très grandes tailles de moulins avec le moulin Prestige qui va faire par exemple 1,10 m et qu'on va retrouver dans de prestigieux restaurants à travers le monde. Jusqu'à 1,10 m? Oui. Et alors, est-ce que tu l'as essayé ce moulin d'1,10 m? Parce que est-ce qu'il s'utilise réellement? Je suppose que oui, on peut y mettre du poivre, mais est-ce que finalement, ça n'est pas un objet de décoration / un objet qui va dans le Guinness des records? Parce que 1,10 m, ça doit être lourd à porter. Bien sûr, bien sûr. Alors, en principe, il faut être deux, mais j'ai déjà vu des personnes le manipuler seules et récemment sur les réseaux sociaux, un chef qui l'a fait. Ah bah écoute, félicitations, je ne savais pas que Mike Tyson s'était mis à la cuisine, bravo à lui. Donc alors, toi tu es arrivé il y a un tout petit peu plus d'1 an, tu es arrivé au printemps 2024 dans cette très très belle entreprise familiale et centenaire. Qu'est-ce que ça t'a fait lorsque tu es arrivé? Parce que on va parler évidemment de ton parcours, tu es une femme de l'Est, tu as été une frontalière, puisque tu as travaillé aussi dans le luxe, mais on y reviendra. Tu as travaillé juste avant Peugeot Saveur, tu étais dans le jouet, plutôt haut de gamme. Quand tu arrives chez Peugeot Saveur, tu te dis « Waouh, c'est absolument génial, je rentre dans une maison que tout le monde connaît au travers du nom familial ». Ou est-ce que tu te dis oui, c'était un peu comme là où j'étais auparavant. Très concrètement, j'ai l'impression que tu es une femme, allez, on va dire les choses clairement, qui aime travailler dans les industries premium. Alors, effectivement, j'ai commencé ma carrière vraiment dans le luxe, dans l'industrie horlogère. Là, on est sur un autre niveau, j'ai presque envie de dire, un univers assez à part. Mais je ne dirais pas univers premium, mais c'est ce côté manufacture que j'avais perdu, je dois dire, quand j'ai passé cette année chez Duratoys. Cette année pourtant qui était passionnante, puisque c'est là vraiment que j'ai pu allier ces deux sujets qui me passionnent, la communication et la RSE. Et ô combien on se rend compte que quand on met des passions au service de ses compétences, c'est efficace. Mais de retrouver cet univers de manufacture, ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui donne finalement dans une société un aspect vraiment très différent au niveau culture d'entreprise. Et puis cette fierté qu'ont les gens et l'ensemble des collaborateurs de Peugeot de faire partie de cette entreprise et de contribuer à cette aventure humaine. On le sent, on le perçoit vraiment au sein de Peugeot Saveur. Donc oui, c'est plutôt ce côté manufacture, vraiment toucher le produit du doigt, être près des ateliers de production. Et ça, c'est totalement différent quand vous n'avez pas la production juste à côté des bureaux. D'où ça te vient? Parce que je suis intimement convaincu que ce côté très pragmatique, l'esprit industriel,
Personnellement, je l'adore. J'ai pas fait du tout j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un bac économique et social, donc j'étais pas très très bon en maths, mais j'adore l'état d'esprit industriel. Et à chaque fois, je le vois avec les clients de l'agence, par exemple, je suis toujours très surpris. Ils me disent, oui, mais j'étais fait pour ça. D'où ça te vient, toi, cette envie, cet esprit manufacturier, comme tu le dis très justement? Je pense que c'est tout simplement quand je suis tombée dedans en visitant la première fois la manufacture Gégère-Lecoultre. C'était un de mes premiers entretiens à la fin de mes études. Je quittais Paris et je terminais mes études et j'ai visité la manufacture Gégère-Lecoultre, dont le motto était à l'époque l'œil, la main, le cœur. Avec Henri John Belmont, la manufacture était en cours d'acquisition par Richemont à l'époque. C'était en 2000 et je pense que là vraiment, c'est là que ça m'a touchée au cœur. Gégère-Lecoultre, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'horlogerie de luxe en Suisse, c'est bien ça? C'est bien ça. Et le groupe Richemont a aussi Cartier, si je dis pas de bêtises, entre autres? Oui, cette marque horlogère, donc Cartier, effectivement. Bon, et Audemars Piguet aussi, je crois, hein? Non, Audemars Piguet ne fait pas partie du groupe. Eh bien, voilà, j'ai voulu faire le titre, tu vois. Stéphanie qui s'y connaissait en horlogerie de luxe. Je n'ai plus de montre depuis bien longtemps à cause de mon smartphone. C'est une honte, je sais. Mais voilà, en tout cas, allez voir, Gégère-Lecoultre, c'est vraiment la classe absolue. Et le groupe Richemont, c'est une classe absolue. Ce côté développement durable, ce côté RSE, ce côté durabilité, comme on a tendance à l'appeler aujourd'hui, d'où est-ce qu'il te vient? Parce que là, encore une fois, je ne pense pas que ce soit un hasard dans la vie. Alors, effectivement, en commençant en plus sa carrière dans le luxe, on peut se dire, mais d'où est-ce que ça vient? Je pense que tout naturellement, moi, j'ai été très tôt orientée par cette culture RSE qui n'avait pas d'ailleurs de nom à l'époque, hein. Moi, ça fait plus de 20 ans que je consomme bio et que j'ai envie de dire naturellement, je suis portée vers ces sujets-là. Mais c'est quand je suis arrivée dans l'univers du jouet en 2016 que les choses ont commencé à émerger vraiment et que là, je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire». Et ce qu'il est important pour faire bouger les choses, les gens, les cultures, les mindsets, c'est vraiment de porter à la connaissance, la data, l'info, la réalité des faits. Et donc, allier ce côté communication permet vraiment d'avoir plus d'impact et permet d'embarquer toutes les parties prenantes sur ces sujets RSE. Pour moi, c'est vraiment la clé. La grand-messe de la RSE, c'est le Salon Pro Durable à Paris. Et l'un des derniers messages, pas la dernière édition, mais l'avant-dernière, c'était vraiment celui-ci. C'est-à-dire, si on veut faire évoluer les choses, il faut qu'il y ait une perception, une vision différente. Et pour ça, pour moi, le seul outil indispensable, c'est la communication. C'est comment on va véhiculer tel ou tel message. C'est comment on va faire connaître au plus grand nombre ce qui se passe réellement. Donc, il y a aussi énormément de leviers sur ce sujet de communication uniquement pour embarquer sur ces thématiques RSE. Nous n'avons pas le choix, tu le sais aussi bien que moi. La planète n'est pas en train de brûler, mais pas loin. Nos politiques, et je ne vais parler que de la France, ne comprennent strictement rien à l'écologie. D'ailleurs, ça ne devrait pas être un parti, l'écologie. Je pense que tout le monde, tous les partis devraient avoir cet ADN écolo, parce que nous sommes sur la même planète, je le rappelle, et nous sommes quasiment 8 milliards sur Terre. Mais dans une industrie séculaire comme la tienne, la RSE, la durabilité, le développement durable, appelle ça comme tu l'entends, ça n'est pas du pipeau. On est bien d'accord, Stéphanie. En tout cas, chez Peugeot Saveur, et comme ça l'était chez du Jura Toys, ça ne peut pas être du pipeau ou simplement des espèces de rapports développement durable et autres choses plutôt intéressantes, voire rarement, on va dire les choses clairement, où on fait juste de la communication. Là, ça fait partie de l'ADN de la maison chez Peugeot Saveur. Alors, en effet, c'est une réelle démarche concrète. Et comme tu le mentionnais, avec l'image des politiques, du parti politique et du fait que ça devrait infuser dans l'ensemble de la société, mais pas uniquement à travers un parti, c'est la même chose dans une entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années maintenant, on en était aux prémices de la RSE, donc on avait ce côté une personne dédiée à la RSE dans une entreprise, au même titre que ce parti dédié
à l'écologie, comme tu le nommais. Et l'important, c'est vraiment que ce sujet infuse dans l'ensemble des cahiers des charges des départements. Donc, tu as tout à fait raison. C'est vraiment l'évolution qui est nécessaire aujourd'hui. Et pour répondre à ta question, alors, la famille Peugeot, donc l'entité Peugeot Saveur qui appartient à Peugeot Frères Industrie et qui est détenue à 100% par les établissements Peugeot Frères, travaille effectivement sur ce sujet depuis un certain temps maintenant et a écrit une feuille de route qui s'appelle le Peugeot Way et qui fait état de 8 enjeux majeurs. Donc, des engagements qui sont posés, qui sont très clairement chiffrés avec des objectifs de KPIs en accord avec les accords de Paris. Donc, on a une feuille de route extrêmement claire et précise, définie, qu'on a travaillé ensemble, bien sûr, puisque l'objectif, c'est effectivement de continuer à faire fonctionner l'entreprise au mieux, tout en réduisant les impacts. Alors, quand on pense RSE, au premier abord, on pense peut-être environnement, mais il ne faut pas oublier que les 3 piliers de la RSE sont bien sûr l'environnement, le côté social, sociétal, et puis on n'oublie pas le profit. Ce n'est pas au détriment du profit qu'on va agir et qu'on va avancer dans cette démarche RSE. Donc, on a aujourd'hui une feuille de route très claire. Chacune des entités de Peugeot Frères Industrie, et donc nous en faisons partie, Peugeot Saveur, va avancer à son rythme, dédier une feuille de route et un plan d'action très clair. Et aujourd'hui, pour te donner un exemple concret, nos 2 projets majeurs pour cette année 2025, eh bien, c'est avancer énormément sur le sujet qualité de vie au travail et engagement des collaborateurs avec le lancement d'une démarche de qualité de vie au travail. Et le deuxième aspect, ça va être sur l'aspect environnemental et comment réduire nos impacts. Alors, ça peut paraître très basique, mais le point de départ, ça va être ce qu'on appelle la réalisation d'ACV, les analyses de cycle de vie. Qu'est-ce que c'est une analyse de cycle de vie? Ça va nous permettre d'identifier pour chacun des produits qui sort de la manufacture, quel est son impact. Alors, c'est un travail de fourmi au départ. C'est un travail complètement nouveau. C'est une nouveauté totale pour nos équipes de R&D et nos ingénieurs. À partir du moment où ils se penchent sur un nouveau projet, pouvoir évaluer, par exemple, quel va être l'impact de telle ou telle pièce. Qu'est-ce que je vais pouvoir choisir comme matière, comme matériau qui va me permettre de réduire l'impact de mon produit et donc en finalité l'impact de l'entreprise sur l'environnement. Ce qui veut dire qu'à chaque étape aujourd'hui, puisque vous êtes, si vous l'avez bien compris, chers auditrices, auditeurs, on est dans l'industrie avec Peugeot Saveur. Mais donc, à chaque étape, il y a la prise en compte de l'impact que ça a, par exemple, sur l'environnement. C'est ce que tu viens de nous dire, Stéphanie? C'est ça. C'est-à-dire que, comme un grand nombre d'entreprises maintenant, Peugeot Saveur a réalisé son bilan carbone, bien sûr. Et pour un industriel comme nous, sans surprise, ce n'est pas la partie transport qui va peser le plus lourd, mais c'est la partie matière première, ressources. Donc, c'est à ce niveau-là que on va devoir enrichir nos connaissances. Aujourd'hui, de manière, je dirais, habituelle et culturelle, on travaille avec certains matériaux pour certains produits, mais ça va aller vraiment jusqu'au moindre détail, c'est-à-dire la manière dont on va travailler, la manière dont on va consommer l'électricité, le type de peinture que nous allons utiliser, le type de bois, la provenance, le type de traitement, etc. Donc, on va vraiment aller analyser dans le moindre détail la conception du produit et mesurer, chiffrer son impact. Alors, bien sûr, pour ça, on est accompagné par un consultant pour les premiers exercices cette année, les premiers produits. Mais l'objectif, c'est qu'à la fin de cette année, nous soyons équipés d'un logiciel qui permette à l'ensemble des équipes de R&D d'être autonomes sur le sujet et de pouvoir évaluer cette analyse de cycle de vie pour chaque produit qui sera maintenant développé par Peugeot Saveur. Donc ça, ce sont les coulisses. C'est un travail qui a été mis en place, enfin qui est toujours en cours, mais qui a été mis en place en beaucoup de temps avec ce consultant, ou est-ce que finalement vous avez fait ça en 6 mois? Je suppose que évidemment ça prend un peu de temps. Ah oui, on est au début du projet. On a commencé en formant les équipes ce printemps et là, on est dans la récolte de data. Donc, récolte de données, comme je disais, c'est un travail de fourmi
puisque ça va vraiment requérir un détail sur chaque pièce du produit. Donc, effectivement, quand on est une manufacture, on peut penser que c'est en tout cas un peu plus facile que quand on sous-traite, parce qu'on a toutes les infos, mais ça demande quand même un exercice assez chronophage pour obtenir une véritable ACV, analyse de cycle de vie, qui soit fiable et sur laquelle on puisse se baser pour la faire évoluer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te heurtes à des freins en interne? Je ne dis pas que tout le monde est contre ça, bien au contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas finalement, tu sais, cette fameuse résistance au changement qui est inhérente à tout être humain, hein, la fameuse zone de confort, on a toujours fait comme ça, donc pourquoi devrions-nous changer? Il y a ces petits freins, ces petits heurts, ou finalement est-ce que tout se passe plutôt bien et que tout roule comme on est en train de tout simplement mettre un peu de poivre avec un moulin Peugeot sur, je sais pas, des pâtes ou des frites? Alors bien sûr, comme tu l'exprimes, quand il y a changement, il y a toujours un petit peu de résistance. Mais encore une fois, là, le côté communication, bien communiquer, bien expliquer, avoir la chance de travailler avec un consultant qui puisse aussi bien expliquer la démarche, c'est clé. Garder du bon sens et ne pas non plus perdre son temps à aller chercher des éléments de data qui soient infiniment détaillés. Et au final, on perd, j'ai envie de dire, l'envie de continuer dans ce projet. Donc, il faut savoir aussi modérer et se dire, bon, bah là, on a atteint un niveau de détail dont on est satisfait et qui nous permet, avec bon sens et avec une analyse, d'évaluer cette analyse de ce cycle de vie sans toutefois perdre les gens en route. Mais chez Peugeot Saveur, les équipes sont vraiment très sensibilisées. L'équipe de développement produit, l'équipe de chef produit. On a eu la chance aussi de participer ensemble à un séminaire d'équipe l'année dernière où on a pu travailler sur ces sujets-là, être sensibilisé à ces sujets-là. Donc, comme je le disais, si on comprend pourquoi on fait les choses, c'est toujours beaucoup plus facile d'embarquer les équipes. Et c'est là où la communication est importante. Alors justement, qu'est-ce que tu as mis en place en matière de communication? Parce que tu viens de le dire très justement, c'est bien beau d'avoir de la data. Tu sais, tout le monde aujourd'hui kiffe la data. Hein, depuis une trentaine d'années qu'on peut en avoir grâce à Internet, grâce au digital, on y va sur la data. Le problème, c'est que la data, on lui fait dire souvent n'importe quoi. Secondo, qu'on a beaucoup de données qui sont extrêmement pénibles et qu'on ne peut pas nécessairement utiliser en matière de communication. Et je te remercie de l'avoir dit en filigrane, mais on sent le bon sens de la terrienne que tu sembles être, Stéphanie. Et bravo, parce que j'aime les gens qui ont cet état d'esprit-là. Mais qu'est-ce que tu mets en place justement chez Peugeot Saveur en matière de communication sur la durabilité, la RSE, le développement durable, appelle ça encore une fois comme tu l'entends? Alors, on en est aux prémices, j'ai envie de te dire, sur ce sujet-là, parce qu'en termes de communication interne, il y a encore de nombreux chantiers à mettre en place. Mais ça passe déjà par la mise en place d'un comité ESG mensuel avec une grande partie des managers pour les sensibiliser tous les mois sur ce sujet. Donc, présenter les actualités, revenir sur les bases aussi. Pourquoi on fait ça? Rappeler le cadre, comme tu le disais en début d'émission, dans quelle situation se trouve-t-on aujourd'hui? Et puis après, ça va passer aussi par des petites informations qui puissent toucher l'ensemble des collaborateurs à plusieurs moments de la journée, dans différents contextes. Donc, ça pourrait être sur des panneaux d'affichage, par le biais d'une newsletter interne. Moi, dans mon département, j'ai mis en place tout simple ce que j'appelle une bibliothèque libre. J'amène des livres et chacun est libre de les emprunter ou non. Du partage de liens digitaux sur des articles. En fait, je pense que chacun doit rester libre de prendre ou pas l'information. Mais il faut qu'elle puisse, pour toucher la personne, arriver par différents canaux, à différents moments de la journée pour que, au fur et à mesure, ça commence par infuser. Tu disais, tu es en tout début de process, tu t'es mis une feuille de route sur combien d'années? Moi, ma feuille de route? Oui, enfin en tout cas en com interne déjà, pour que tout cela finisse par plus qu'infuser, que ça fasse partie de, tout simplement que ce soit une seconde nature. Alors, je ne peux pas m'engager sur le fait que ça devienne une seconde nature pour l'ensemble des collaborateurs.
Mais je pense que en 12, 18 mois, on peut déjà faire un bon pas en avant sur ces sujets-là. Tu arrives à mesurer le feedback, les retours des collaboratrices et des collaborateurs, ou est-ce qu'aujourd'hui tu es trop aux prémices de la chose? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour mesurer. Ce qu'on peut faire, c'est intégrer de plus en plus ces sujets, comme je le disais tout à l'heure, et comme tu l'évoquais par le côté politique et le fait qu'il y ait un parti dédié à l'écologie, c'est que ça doit pas être un sujet à part. C'est-à-dire que pour moi, le poste de responsable RSE, ok, aujourd'hui il existe, mais la finalité, c'est qu'il disparaisse. C'est que ce sujet, c'est que chacun s'empare de ce sujet dans son cahier des charges. Et je pense qu'à partir du moment où ce sera le cas, c'est-à-dire que un ingénieur, un peintre, une personne à l'atelier bois, une personne à l'atelier métal, une personne, un chef de produit, à partir du moment où il se sera emparé du sujet, qu'il fera partie intégrante de son cahier des charges, je pense que là, ce sera à gagner. La personne en charge de la RSE n'est pas là pour se substituer. Elle ne peut pas être un RH, elle ne peut pas être un chef de produit ou autre. Elle est là pour informer, pour accompagner et pour impulser cette démarche. Mais l'objectif, la finalité, c'est que chacun s'en empare. Évidemment, la comparaison politique, alors je suis désolé pour les Verts, hein, il y a peut-être des auditrices et auditeurs qui votent pour le Parti Vert, j'ai aucun souci avec ça, mais je pense que ça doit infuser dans toute l'entreprise. Et quand on est un industriel, la RSE, ça fait partie de l'ADN d'une maison comme ça. Je rappelle que Peugeot Saveur, pardon, c'est combien d'années d'existence? Plus de 100 ans, ça je sais, mais rappelle-nous la date de naissance de la maison. Alors, le premier moulin à poivre est né en 1874. 1874, je suis né quasiment un siècle après. Donc, vous voyez, 150 ans, 151 années de vie pour le premier moulin à poivre Peugeot. Donc, vous voyez, ça veut dire tout simplement que cette entreprise familiale qui est absolument magnifique, c'est évidemment acclimaté à tous les changements, et en 150 ans, on en a vu des changements, évidemment. Et donc, quelque part, cette innovation, il y a dans l'ADN aussi le côté tout simplement RSE et durabilité. Donc, je trouve ça absolument passionnant. Je vais te poser une question qui est un peu poil à gratter. Sincèrement, hein, et elle est évidemment pas méchante, Stéphanie, mais depuis une grosse année que tu es là, tu passes pas un peu pour Madame Verte, la nana un peu pénible de la com, qui plus est, tu sais, parfois dans l'industrie on dit la com ça sert un peu à rien, tu sais, ce sont les travers de notre métier de communicant, même si toi et moi on adore l'industrie puisque toi tu y travailles depuis déjà quelques années, et puis moi aussi j'ai des clients industriels, mais est-ce que tu passes pas un peu pour madame le poil à gratter de la com, et en plus elle est verte la bougresse, mon Dieu. Ah, carrément, je pense. Mais bon, ça, c'est quelque chose que j'assume parce que j'ai de très fortes convictions et voilà, j'ai pas de problématique. C'est vrai qu'il faut parfois prendre un peu de distance et chacun va s'emparer du sujet à son rythme. J'estime que mon rôle, c'est de transmettre, de faire au mieux pour que les choses avancent dans ce sens. Mais après, voilà, il faut aussi arriver à se détacher et ne pas faire qu'au final, les gens sentent une pression. Et on en revient toujours au même raisonnement, la communication, l'information, la compréhension. Bien sûr, bien sûr, il y a des blocages. Je sais pas si tu as lu le livre Le Bug humain qui explique très, très bien pourquoi on a certains blocages sur ces sujets. Mais en tout cas, si c'est pas le cas, je t'encourage à le lire. Donc voilà, il faut aussi savoir accepter la réalité. Et bon, j'ai aucun problème à être perçue comme la personne, en effet, qui parfois revient encore et encore sur ces sujets, notamment par mon PDG. En même temps, il t'a pas embauché pour rien non plus. C'est vrai que voilà, parfois je fais infuser, donc j'envoie beaucoup, beaucoup de choses, de messages, je prête des livres, mais encore une fois, on se rend compte que l'ensemble de la société ne peut pas être engagée si elle n'est pas informée à la base. Et la plupart des gens, aujourd'hui, ont accès à cette information, mais ont peut-être ce frein naturel à se dire oui, non, mais pas encore ça. Voilà, on est dans une société, et qui plus est en 2025 aujourd'hui, où on a eu quand même beaucoup, en termes d'actualité, de recul sur ces sujets, de retour en arrière,
Donc, c'est parfois effectivement un sujet qui nous met dans le gris et on aurait envie d'un peu plus de soleil. C'est joliment dit, tu passes du vert au gris. Alors évidemment, je charrie quand je te dis passer du vert, parce que tu sais, aujourd'hui, on emploie le fameux terme absolument abominable, Khmer vert, que je trouve absolument immonde. Alors rassurez-vous, chères auditrices et auditeurs, Stéphanie n'est pas toute verte, elle ne ressemble pas à Yoda, que ce soit très clair. Bon, ça c'était un trait d'humour, mais je vais rentrer dans une autre question qui est tout autant poil à gratter, Stéphanie. Qu'est-ce que tu penses de la communication RSE des entreprises? Je sais, la question est extrêmement vaste, mais je vais te dire ce que j'en pense. Aujourd'hui, tu n'as aucune belle et grande entreprise qui ne communique pas sur la RSE. C'est tout à fait normal. Tu as la CSRD qui est arrivée avec des critères non financiers, soi-disant, pour être un petit peu plus sympathique eu égard de l'environnement. Tu as l'ESG et tu diriges aussi la communication, la RSE et l'ESG. C'est dans ton titre, en tout cas sur LinkedIn. Alors, je rappelle ce que veut dire ESG, environnement, social et gouvernance. Mais tu n'as pas l'impression que finalement les entreprises en ont fait plus un sujet de communication assez maquillage plutôt que un sujet de communication qui était sincère, naturel et qui devait faire partie de toutes les maisons qui communiquent. J'ai l'impression sincèrement que depuis 15 ans, on fait, pardonne-moi l'expression, beaucoup de saloperies et beaucoup de merde en termes de communication RSE. Et que ça dessert très clairement le côté RSE, parce que nous n'avons pas le choix, notre planète est quasiment en train de brûler. Je ne suis pas un Khmer vert, encore une fois, mais que ce soit clair, j'ai l'impression que la communication est venue aller rajouter une espèce de couche de maquillage totalement inutile depuis une quinzaine d'années. C'est ton sentiment, ou est-ce que c'est moi qui suis tout simplement en train de m'exciter tout seul dans mon coin? Alors, non, on peut dire que c'était le cas. Effectivement, il y a quelques années, quand l'ensemble des entités se sont emparées du sujet, mais entre-temps, on a quand même eu la loi sur les allégations environnementales. D'ailleurs, c'est drôle que tu m'en parles maintenant parce que chez Juratoys, on était intervenu avec mon équipe pour former l'ensemble des personnes qui prenaient la parole au nom de la marque pour les sensibiliser à ce sujet. Qu'est-ce que le greenwashing? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire ou de ne pas dire? Comment faut-il prendre la parole pour en dire pas trop, mais pas trop peu non plus? Et c'est le sujet que je vais aborder chez Peugeot Saveur la semaine prochaine. Donc, je vais faire un atelier avec les collaborateurs. Alors, avant, effectivement, c'était beaucoup moins encadré. Donc, on a eu des abus. Aujourd'hui, c'est quand même de plus en plus encadré. Alors, sur des prises de parole au niveau de canaux de communication très classiques. Mais c'est aussi de plus en plus encadré par la RPP sur la partie influence. Donc aujourd'hui, l'ensemble des marques doivent faire très attention à la façon dont elles s'expriment. Je ne peux pas aujourd'hui parler d'éco-responsabilité ou parler d'éco-conception ou d'autres sujets sans en être en mesure d'en apporter la preuve. Donc, on se dirige quand même vers quelque chose de beaucoup plus encadré, où les entreprises doivent faire attention à la façon dont elles prennent la parole, ce qui est très positif. Et j'ai envie de te dire sur ce sujet communication, où toi, tu as une perception d'abus, plutôt greenwashing, que c'est aussi une opportunité pour prendre la parole de manière différente. Et encore une fois, pour moi, c'est un levier ultra puissant pour embarquer la société tout entière dans un changement de mindset, un changement culturel. Mais par parfois des petits détails, ou tout simplement parce que on se rend compte que si on est parti sur une démarche RSE, ça peut être parfois contraignant au départ. Et puis au final, on se rend compte que c'est de grandes victoires sur de nombreux sujets qui apportent de la valeur ajoutée à l'entreprise. Et donc partager ces éléments-là, c'est aussi le moyen d'embarquer d'autres entreprises qui pourraient être plus réticentes sur le sujet, qui auraient un peu peur aussi de s'embarquer vraiment et sincèrement dans ce type de démarche. Donc pour moi, la communication reste un levier majeur. Et le fait qu'elle soit de plus en plus encadrée par cette loi allégation environnementale, c'est un gros avantage. Je suis bien d'accord, Stéphanie, notre métier est un métier fondamental.
Si tu ne communiques pas dans la vie, tu meurs. C'est aussi simple que cela. Et je n'en parle même pas pour les marques. Mais tiens, est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait passer, d'une certaine manière, à l'écologie des contenus ? Je m'explique. Tu sais bien que tout le monde y va de sa vidéo qu'on fout sur les réseaux sociaux, qui fait 300 vues sur YouTube en 2 ans, qui va polluer à fond la caisse, que personne ne va voir, les messages ne vont absolument pas passer, et les réseaux sociaux ont donné aussi une idée que finalement communiquer était quasi, pour ne pas dire gratuit, donc quasiment gratuit ou gratuit 100%. Est-ce que tu ne crois pas qu'en tant que communicant, on se doit aussi, alors non pas de sombrer dans la sobriété éditoriale, parce que je déteste le mot ou les formules publicitaires du moins mais mieux, j'ai horreur de ça, parce qu'il faut qu'on communique. Mais est-ce que justement la com ne doit pas aussi faire un petit peu quelque part son mea culpa, avoir balancé énormément de choses qui ne servent strictement à rien sur les réseaux ou ailleurs, et puis être peut-être un tout petit peu plus sobre, mais en tout cas, avoir beaucoup plus de qualité plutôt que de la quantité médiocre, pour ne pas dire nulle, et passer à des prises de parole qui sont plus quali, et puis qui marquent réellement, que ce soit d'ailleurs en RSE ou sur d'autres sujets. Mais bien sûr, et tu as donné un mot tout à fait capital en RSE, qui est la sobriété. C'est une démarche que j'avais déjà commencée chez Juratoys. Et ça rejoint le sujet comment faire infuser cette responsabilité RSE dans l'ensemble des équipes. J'avais au sein de mon équipe 6 personnes, dont une social media manager, 2 vidéastes, un photographe. Et chacun avait dans son cahier des charges un objectif RSE de réduction d'impact. Donc, comme tu l'as très bien dit, ça va aller du volume de vidéos, par exemple, qu'on va produire, mais aussi la manière dont elles vont être stockées, dont elles vont être réalisées. Donc là encore, c'est un petit peu comme une ACV finalement, non pas sur un produit, mais sur notre façon de travailler, d'analyser ça, puisqu'on le fait finalement de manière machinale, habituelle, sans toutefois se poser de questions. Et c'est revenir aux essentiels et se dire, OK, aujourd'hui, je travaille de cette façon, je produis tel type de contenu, par quels canaux je les diffuse, etc. Et au même titre qu'une ACV produit, c'est de faire une analyse complète de la production de ces contenus, de la diffusion de ces contenus, et de se fixer des objectifs de réduction. Donc là, très honnêtement, j'en suis pas encore à ce stade chez Peugeot Saveur, mais c'est une réelle question qui, pour moi, n'est pas encore suffisamment à l'esprit de l'ensemble des producteurs de contenu, des agences de com, etc. Est-ce que tu penses que les communicants, et je vais plutôt parler chez les marques, sont réellement au fait qu'il va falloir arrêter de pondre des tonnes et des tonnes de merde qui ne servent à rien ? Tu as plus ou moins répondu, mais je crois qu'il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens, beaucoup de marques, qui ne comprennent pas qu'il ne sert à rien d'inonder les réseaux, le monde de leur communication que personne ne voit. Oui, surtout que... Non, on en est très loin, hein, mais surtout que on est face à aujourd'hui une overdose. De plus en plus, moi je côtoie des personnes qui sont saturées, qui n'ont plus envie. Alors déjà, c'est perçu par l'humain comme quelque chose qui déborde, dont ils n'ont plus envie. Mais en plus, je pense qu'au niveau neuro, et là on rentre sur un discours neurosciences, je n'irai pas plus loin dans le sujet, mais c'est tellement délétère pour nous que c'est aussi un sujet de dangerosité pour notre santé mentale. Donc, au final, l'objectif, c'est de rester pointu dans le message, très quali, très clair, mais effectivement, on est sur les mêmes constats que tu parlais de la fast fashion tout à l'heure. On est dans la sobriété. On est dans la sobriété et surtout dans la qualité. Et je te pose une question qui est encore difficile. Je suis désolé Stéphanie, tu n'as pas de chance. Est-ce que tu n'as pas peur que notre métier ne se paupérise ? Au final, bizarrement, on ouvre tellement le robinet à communication, tu l'as dit toi-même, que ça devient anxiogène. Et je ne parle même pas pour nos personnes de petite taille qu'on appelle des enfants.
Toi et moi en avons des filles. Ma fille est bloquée sur TikTok quasiment toute la journée. Merci TikTok. Mais au-delà de ce fait, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi l'éduquer à ne pas consommer ce genre de produits pas très intéressants en matière de communication et de contenu. Mais sincèrement, tu n'as pas l'impression que notre métier se paupérise parce qu'il est devenu peut-être pas facile, parce qu'il ne le sera jamais, mais en tout cas, créer un contenu, n'importe qui peut le faire. Ce qui dévalorise et paupérise notre métier de communicant ou de communicante, qu'on soit en agence ou chez l'annonceur. Oui, c'est très juste. Et c'est aussi un peu le danger. Bon, ça n'est pas nouveau que historiquement et culturellement, souvent, une personne X ou Y qui n'a pas forcément la compétence communication va penser qu'elle peut peut-être avoir ces compétences de manière innée. Mais j'ai envie de te dire, il n'en tient qu'à nous, acteurs de la communication, justement, de faire en sorte d'empêcher ça et de véhiculer les bons messages.